Je reviens vers vous maintenant pour ce débat. Je voudrais qu'on recommence avec vous, Sarah Feinberg, pour parler de la renaissance d'Israël, parce que c'était ce qui était prévu au départ, que vous nous disiez comment vous percevez les signes de cette renaissance d'Israël et qu'est-ce que ça signifie concrètement aujourd'hui, la renaissance d'Israël. Sarah. Euh, Merci beaucoup. Je suis intimidée de parler à côté de deux sommités. Ça me fait penser un peu à la blague juive, vous savez, de deux rabbins qui sont dans un taxi, qui viennent d'enterrer un grand rabbin et qui disent, il y en a un qui dit, moi je suis un moustique par rapport au grand rabbin. L'autre, il dit, mais non, c'est moi, je suis un cafard. Et le chauffeur de taxi se tourne vers eux et dit, et moi? Et il dit, mais pour qui tu te prends, toi? Pour qui je me prends? Donc, excusez-moi déjà de parler. Je voudrais évoquer avec vous quelques points qui sont nés d'un échange avec le professeur Laurent Fermont, grand professeur de cardiologie, qui est présent ici ce soir parmi nous, que je trouve extrêmement juste. Pour reconstruire, il faut être dans la séparation, la distinction, ce qu'on appelle en hébreu miyun ve'afrada. Je parle face au Rav Zini, qui sait très bien que la construction, chez nous, passe par la séparation. La séparation des Juifs des nations, du Shabbat de la semaine, d'un cycle, d'un autre cycle. Et il faut faire deux grandes distinctions, à mon sens, et sur la base de cet entretien avec Laurent Fermont. La première distinction, c'est une distinction de langage et d'image. Le 7 octobre n'est pas la Shoah. Et c'est important de le dire parce que nous avons été face à une telle commotion. Moi-même, je me suis rendue à Be'eri quelques jours après les faits. Il y a eu un phénomène de réactivation mémorielle, si vous voulez. Be'eri, le 15 octobre 2023, c'est le vif, juillet 1941, dans l'image, dans la perception sensorielle de ce lieu de massacre. Or, c'est très important pour nous en tant qu'Israël, en tant que nation, et surtout dans la réception de l'événement par nos enfants, par la jeunesse israélienne qui est tellement magnifique, de faire cette distinction. Et je reviendrai à votre propos, Rav Zini. Vous m'avez taquiné sur l'imprévu. Mais il y a deux sortes d'imprévus, Rav Zini, et je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi. Il y a un imprévu qui est inévitable. Il y a un imprévu qui se déroule sur une scène métaphysique. Il y a un imprévu qu'on appelle Shoah. Il y a deux occurrences du mot Shoah dans la Torah, une dans le livre de Job et une dans les Télim, chapitre 35, verset 8, où il est écrit « Vetavo Shoah velo yeda ». Il y a une Shoah, une catastrophe qui est arrivée à l'improviste. Donc il y a une Shoah qui se déroule sur une scène métaphysique qui relevait de l'inévitable du destin du peuple juif. Nous ne sommes pas dans le monde de l'agency, comme on dit en anglais. Nous ne sommes pas dans le monde de l'action des hommes sur le monde. Or, le 7 octobre, nous étions dans le sommet de l'évitabilité. C'est-à-dire que cet événement n'aurait jamais, mais au grand jamais, dû avoir lieu selon quelques paramètres que vous pouvez prendre. C'est-à-dire que la défense des frontières était prête, notre armée était prête, nous avions les meilleurs services de renseignement du monde, et j'en passe et des meilleurs, on en parlera après de ces failles-là. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est impossible de réparer la faille de la Shoah, qui est un Khorban, qui est une destruction sans dépassement dans l'histoire du peuple juif. Or, si le 7 octobre était un événement évitable, si c'était un événement qui relevait de la contingence humaine, mais surtout de l'erreur humaine, et j'y reviendrai, d'une erreur fatidique, structurelle de notre établissement sécuritaire et du cadre de pensée dans lequel il fonctionne et que vous avez mentionné, Rav Zini, précédemment, alors nous avons les clés pour entamer un processus de reconstruction, puisque nous savons aussi douloureux cet événement fut-il,
aussi proche soit-il de notre traumatisme intérieur de la Shoah, cet événement aurait dû être évité. Donc, nous avons un certain nombre de clés que nous pouvons utiliser, sur lesquelles nous pouvons revenir. Le deuxième distinguo qu'il faut faire, Rav Zini, vous êtes dans le monde métaphysique, mais comme on dit, les chaber et hashamayim ve'haaretz. Alors moi, je me place sur la terre en essayant de la placer, en me mettant dans votre direction. On ne peut pas reconstruire et même commencer une discussion sur la reconstruction sans un mot-clé qui s'appelle tzedek, le mot de la justice. Et c'est pour ça que nous avons publié un ouvrage, et je remercie Michel Onfray d'avoir aussitôt accepté de contribuer à cet ouvrage collectif, intitulé le 7 octobre, Manifeste contre l'effacement d'un crime. Il y a une double justice, un double mouvement de justice qui doit être entamé avant de commencer la mosaïque, de placer les petites pierres de la mosaïque d'une reconstruction physique et métaphysique d'Israël. Le premier élément de justice, et je voudrais citer le père Patrick Desbois, un juste parmi les nations, c'est tout d'abord de nommer les bourreaux. Parce que ce qui s'est passé après le 7 octobre, le 8 octobre, non seulement le crime a été édulcoré, effacé, contextualisé, nous en avons beaucoup parlé, non seulement nous étions antérieurement coupables à un crime dont le caractère de victime a été gommé immédiatement, mais aussi par une dramaturgie dont je ne comprends pas les ressorts jusqu'au bout, les bourreaux ont été complètement gommés et effacés. Exit le bourreau de la scène du 7 octobre. Alors on a parlé du Hamas après les combattants de la liberté, mais vous savez, le père Patrick Desbois dit une chose très juste. Le terreau des négationnistes, c'est l'effacement des noms des bourreaux. Est-ce que vous connaissez un nom à part Sinoir? Un nom. 1200 personnes ont été massacrées, des milliers de personnes blessées, violées, brûlées. Un nom, même moi je ne les connais pas. C'est-à-dire qu'il y a tout d'abord un mouvement de justice de nommer les coupables, et on ne peut pas reconstruire Gaza, pour ceux qui parlent de reconstruire Gaza, avec des anciens nazis qui se baladent dans les rues de Buenos Aires. Il y a d'abord un effort de justice qui doit être mené par Israël, mais aussi par les nations, qui naît non seulement de ne pas gommer ce crime, de l'édulcorer, de le faire passer dans les trappes de l'histoire et de le dissocier de l'histoire des crimes contre l'humanité à visée génocidaire du 21e siècle, car que je sache, le 7 octobre s'inscrit dans cette lignée-là, par son mode opérationnel, par son intention génocidaire, mais surtout de nommer les bourreaux. Il faudrait que dans les capitales européennes, chaque enfant sache nommer son bourreau, parce qu'on ne pourra pas avancer sans cela. Un deuxième effort de justice, et je ne veux pas entrer dans la politique très sensible de l'État d'Israël, même explosive. Certes, M. Netanyahou, à 6h, 7h, a appelé en disant, voilà, il faut agir. Mais il y a des responsables dans notre établissement sécuritaire, il faut les nommer. Il faut qu'ils soient jugés. Il y a eu des négligences gravissimes de non-transmission d'informations. Il y a eu des négligences gravissimes de cultivation de l'entre-soi dans l'établissement sécuritaire, et j'en sais quelque chose. De faire taire des voix dissidentes au sein de l'établissement sécuritaire israélien au nom d'une certaine force, au nom d'une certaine masculinité, parce qu'il y a une forme de masculinité dans ce rapport de force, dans les idées, une forme de machisme. Il y a trop peu de femmes dans l'établissement sécuritaire israélien. Je pense que c'est un mouvement qui doit être entamé par Israël, des voix autres, des voix dissidentes, des voix qui sortent de l'entre-soi. Et la gravité structurelle de ce qui est arrivé
est criminel. Et criminel, c'est d'avoir laissé se développer, comme vous l'avez dit, Ravzini, un établissement sécuritaire, vous l'avez dit si justement, qui ne connaît pas son ennemi, qui ne connaît pas Israël et qui ne connaît pas son histoire. Et ça, c'est très grave. Et je voudrais finir par une phrase magnifique de Sylvain Tesson, un des défenseurs non juifs ardents d'Israël. Et cet établissement sécuritaire s'est laissé prendre au piège par le tout technologique. Si on voulait faire carrière, il fallait être chef cyber, chef de décryptage par l'AI, l'intelligence artificielle du dialogue de l'ennemi. Mais aucun de ces gosses ne connaissent la culture de l'ennemi et n'y sont pour rien. On a été dans le tout technologique, et puisqu'il y a eu l'inauguration, la réinauguration de Notre-Dame cette semaine, je voudrais citer cette phrase de Sylvain Tesson. Peggy a vu que le miracle gothique était un moment de l'histoire humaine où une idée a été servie par une technique et non le contraire. Nous, et je pense que cette phrase est juste et décrypte l'erreur dans laquelle nous avons été, l'erreur fatidique. Et nous vivons l'asservissement non seulement de l'idée, mais nous vivons l'asservissement non seulement de l'idée, mais de l'âme, de l'esprit et des corps à la technique. Merci beaucoup. Effectivement, ces conditions de justice dont vous parlez, qui sont donc les conditions a priori préalables, j'allais dire, à cette reconstruction, sans cela, ça ne sera pas possible ou ça sera bancal. Bon, sur les signes du renouveau, je pense qu'on peut peut-être écouter Ravzini, puis après je voudrais qu'on entame le débat sur les nations. Est-ce que vous êtes d'accord, Ravzini? Est-ce que vous percevez des signes dans la société israélienne? Permettez-moi d'abord de répondre un petit peu à Sarah. Je suis d'accord quasiment avec rien de ce qu'elle a dit. Ah. D'un autre côté, de par ailleurs, c'est normal, on est juif. Non, je vais me... Nous n'allons pas sortir en ennemi, ne vous inquiétez pas. Vous avez parlé comme une juive qui exprime sa souffrance, ses douleurs, ses problèmes. Mais moi, je suis rabbin. Ce qui signifie la chose suivante, mon rôle est d'essayer de résoudre les problèmes. On nous amène les problèmes, on n'arrive pas toujours, mais en tous les cas, notre rôle est de les résoudre. Vous avez énoncé, excusez-moi, mais j'espère que je vais le dire de façon adéquate et délicate, vous avez énoncé tout un ensemble de propos qui sont strictement inexactement considérés, non seulement vis-à-vis des événements, mais en plus vis-à-vis de moi-même. Et je vais vous expliquer comment. Commençons par quelque chose de plus simple. Vous savez que la défense israélienne est soutenue par sous trois formes. Il y a ce qu'on appelle Kippat Barzel, le dôme de fer, il y a le Kelah David, et il y a la lance, ou comment on appelle ça. Ces trois moyens de défense sont gérés et créés par des élèves à moi en Talmud. Des gens qui prennent une page de Talmud tous les jours. Donc, vous voyez que je ne vis pas dans le système métaphysique et bien plus que cela. Regardez où ça va. 2 mois avant la guerre, j'ai demandé au ministère de l'Intérieur, le ministère des Finances, M. Smotrich, je l'ai convoqué. Je lui ai dit, viens me voir. Il a dit, je viens. Pourquoi? Je lui ai dit, écoutez, s'il y a le moins de problèmes avec les Arabes, et ça ne va pas tarder, Israël n'a pas d'armement. Vous allez être dépendant des États-Unis, vous n'allez pas vous en sortir. Il me dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai amené justement ces responsables de l'armement à Raphaël et d'autres endroits pour lui parler chez moi à la maison, en lui disant, tu dois débloquer des budgets afin de pouvoir créer ici un armement qui va nous rendre indépendants des États-Unis. C'était 2 mois avant la guerre. Vous dites que des imprévus, ce n'est pas des imprévus, c'est strictement prévu. Et je vais vous expliquer même comment. D'abord, un premier point. Un élève à moi qui vit actuellement à Paris, il a étudié au Technion, mais il vit à Paris maintenant.
a procédé à la bar mitzvah d'un de ses enfants pendant l'été qui a précédé la guerre. Et il est venu spécialement l'été pour que je parle jusqu'à ce que moi, son fils, je l'encourage, lui fasse une bracha. Et en même temps, de dire quelques mots qui seront publiés au moment de la bar mitzvah en France. C'était au mois de juillet, août, au début août. J'ai annoncé la guerre. Je ne suis pas prophète. D'où ça venait? C'est très clair que ça allait arriver à un moment ou à un autre, mais maintenant, et je parlais à ce moment. Rav Zeni, si Oui. c'était imprévu, comment le saviez-vous? Ben, c'est très simple parce que justement, les gens de l'armée sont incapables d'écouter. Ils refusent d'écouter. Et je peux vous assurer, comme personne qui a fait partie de commissions très particulières et très spéciales dans l'armée, dans le Sahel, je ne peux pas évidemment préciser ce dont il s'agit, mais celui qui était le chef, le général en chef de l'armée de l'Ouest, le général Fuchs, j'ai été, il y a une dizaine d'années, obligé de le bafouer carrément en public parce qu'il ne comprenait rien du tout. Alors revenons à notre problème. Vous voyez donc sur le plan politique, je ne m'occupe pas de métaphysique, au contraire. Comment M. Onfray dirait ça? C'est méta, c'est à côté, c'est pas un peu plus loin. C'est aussi un peu plus loin, mais c'est aussi à côté. Justement, et là, on a un problème. Nous sommes des rabbins, pas des curés. Un rabbin est celui qui doit s'occuper de ce monde-ci d'abord. Et de ce monde-ci d'abord parce que c'est lui la base d'un monde futur, d'un monde métaphysique dans le sens classique du terme. On a besoin d'être là et nous gérer les gens. Et je vais vous dire maintenant sur le plan spirituel pourquoi c'était clair pour moi qu'une catastrophe allait arriver. Il y a de cela exactement 51 ans. En 73, nous sommes à Yom Kippour, à la synagogue. En plein milieu de la prière, une des prières les plus solennelles, Moussaf, il y a l'appel et la guerre qui éclate. On a dû arrêter immédiatement la prière et prendre les armes. 50 ans, jour pour jour après, le maire de Tel Aviv interdit aux Juifs de faire la prière sur la grande place de Tel Aviv. En tant que rabbin, pour moi, c'était clair qu'Akash Baruch Hu allait réagir violemment. Comment et de quelle façon, aucune idée. Mais c'était clair que ça n'allait pas passer. Je n'ai pas osé ouvrir ma bouche. Vous savez bien que ce que la halakha dit qu'on n'ouvre pas sa bouche au Satan, Ken. Mais je ne savais pas à quel instant ça allait arriver, mais c'était clair que ça allait arriver. Donc, la Shoah également, je suis fils de rescapé de Shoah. Qu'on ne nous raconte pas que la Shoah était imprévisible, c'est faux. Pendant des dizaines d'années, les grands rabbins ont appelé les Juifs à venir ici. Pas seulement le Rav Kook, pas seulement Jabotinsky. Il y en a certains qui disaient pas ça non plus. Pardon? Certains grands rabbins ne disaient pas cela forcément. J'ai parlé en hébreu. Non? Le Rav Oliver, le Rav Kalischer. Oui, non, mais certainement. Alors, tous ces gens appelés à réintégrer la terre d'Israël de peur que justement une catastrophe arrive. Et le Rav Kook, le 7 ou 8 mois après la montée de Hitler au pouvoir, son discours jour de Rosh Hashanah à la grande synagogue qui est à côté du mur, là-bas, a annoncé que ça va être une catastrophe. Donc c'est faux que c'est un imprévu. C'est peut-être, il y a certains aspects imprévus, mais dans le plan juif, c'est malheureusement quelquefois trop prévu. Je ne voudrais pas qu'on fasse trop un débat entre vous sur cette question qui n'est pas exactement, même si elle est très importante, évidemment, sur notamment la renaissance d'Israël. Je voudrais qu'on parle aussi de la reconnaissance des nations, peut-être redonner la parole à Michel Onfray, parce que il y a aussi cette question de savoir au nom de quoi, finalement, Israël, c'est un peu peut-être votre position, affirme cette capacité à dire au monde un message moral, par exemple. Peut-être que vous pouvez formuler cette objection, parce que je serais intéressé d'entendre aussi un débat entre vous sur cette question. Merci. Parole de Goy, donc, si vous permettez. Et parole d'athée. Donc, parole de laïque. Parce que on s'est juste rencontré tout à l'heure, mais je vous aime beaucoup. Je trouve votre humour décapant. Il y a votre intelligence, il y a tout ça.
Et il y a plein d'amis, j'ai plein d'amis prêtres qui me disent que je ne suis pas athée. Ils ne veulent pas que je sois athée. Ils me disent, mais n'êtes pas loin, encore un effort. Et puis, Dieu n'est pas si loin. Enfin, tournez-vous, il est derrière vous. Je me tourne, mais il est encore derrière moi. Finalement, on ne se rencontre pas, quoi. Donc, mais je vous assure que je suis athée. Et que je n'ai pas le sens de la transcendance autre que, pas la métaphysique au sens classique du terme, mais autre que astrophysique. Je pense qu'il nous faut faire de l'astrophysique. Vous avez parlé de mathématiques tout à l'heure, vous savez bien mieux que moi que les mathématiques sont les outils de l'astrophysique. Et l'astrophysique est aujourd'hui ce qui tient lieu de métaphysique. Et sur la question qui doit pouvoir tenir lieu de métaphysique, sur la question de la métaphysique, j'utilisais une petite formule, je vais faire un peu d'humour juif si vous me permettez, mais je crois que les juifs n'ont pas le monopole de la métaphysique. Qu'en dehors des juifs, il y a eu des peuples métaphysiques aussi. Moi, j'aime les Romains beaucoup plus que les Grecs, mais les Grecs tout de même. Le poème de Parménide, le Parménide lui-même de Platon, la métaphysique d'Aristote. Vous parliez tout à l'heure de Philon d'Alexandrie, les néoplatoniciens. Donc, quand vous prenez Porphyre, par exemple, vous prenez Plotin, les hypostases de Plotin, les Énéades de Plotin, c'est compliqué, c'est vraiment un haut degré de métaphysique. Je ne pense pas qu'on s'en sortira si on dit que le peuple juif a le monopole de la métaphysique et qu'il faudra l'apprendre au reste du monde. Parce que nous avons un combat commun à mener. Et ce combat commun, il suppose que nous puissions dire qu'il y a un peuple métaphysique qui est le peuple juif, mais qu'il n'y a pas que le peuple juif qui soit un peuple métaphysique. Il y a le peuple grec aussi, et puis une façon de faire de la métaphysique que les Romains vont prendre en main. Moi, je préfère les Romains parce qu'ils sont concrets. Si vous prenez la question de l'amitié chez Platon, par exemple, c'est la théorie de l'amitié, c'est l'idée de l'amitié, c'est la théorie de la participation de l'amitié réelle à l'idée d'amitié, c'est la supériorité de l'idée sur la réalité, alors que les Romains disent, est-ce que tu peux avoir un ami plus riche que toi? Est-ce que tu peux avoir un ami plus vieux que toi? Est-ce que tu peux avoir, toi qui es homme, une femme amie? Est-ce qu'on doit soutenir son ami jusqu'au bout? Enfin, vous voyez bien, c'est-à-dire quelque chose d'éminemment pragmatique et pratique chez les Romains qui n'existe pas chez les Grecs. Donc il y a eu un peuple métaphysique qui a rendu possible un peuple qui ne l'était pas, qui ont tous les deux rendu possible un autre peuple, qui est le peuple que je dirais judéo-chrétien. C'est-à-dire vous avez un bloc gréco-romain, et ce bloc gréco-romain, il va générer une pensée, pas seulement la pensée juive, mais la patristique. La patristique est l'occasion, tous les pères de l'Église, pendant 10 siècles, on peut même aller jusqu'à la scolastique, mais c'est quand même l'occasion de faire de la métaphysique. C'est toute la lecture, par exemple, de la métaphysique d'Aristote, voire de la physique d'Aristote. Vous savez tout ça très bien, mais je veux dire, la question du premier moteur immobile, la question de la cause incausée, tout ça a rendu possible saint Thomas d'Aquin qui rend possible l'Occident. Donc je crois que nous devrions pouvoir faire cause commune. Plus que de laisser croire, et j'en arrive à la deuxième partie de la question, que le peuple juif, qu'il soit élu, qu'il soit désigné, qu'il soit choisi, qu'il y ait la ligne directe ou pas la ligne directe, quelle que soit la formule, peu importe, et vous avez raison de dire que tout est problème de traduction, surtout en France, où on passe par la vulgate, donc on passe la plupart du temps de l'hébreu, du grec au latin, un latin de cuisine, et puis il y a une espèce de français pas forcément toujours très clair, et même parfois assez contradictoire. Moi, je pense que s'il y a un travail commun à faire, c'est le travail de l'Occident. Je défends l'Occident en ce sens et c'est pourquoi je me sens juif. Je trouve qu'il y a un travail à faire avec ce que j'appelle le judéo-christianisme. Enfin, on n'a pas trop le temps de rentrer dans le détail, on a passé la journée là-dessus, nous, Si on va en mettre le termes d'amitié. Rhapsody sur le coup, là, ça va être un peu dur, peut-être. Oui, ah oui, mais bon, je veux dire, on a la possibilité de reprendre un concept en se disant qu'il n'est pas que ce qu'on dit habituellement. C'est-à-dire, on dit, ah oui, il y a eu des judéo-chrétiens, peut-être Jacques, le frère de Jésus, mais qui rendent possible une communauté. Il y a à l'époque deux ou trois communautés. Enfin, à chaque fois que vous avez une communauté, vous avez deux ou trois chrétiens, vous avez une communauté chrétienne. Et puis à un moment donné où Constantin dit au début du IVe siècle, bon, moi je vais régler le problème, c'est ainsi que ça va se passer. Mais il y a eu à ce moment-là un judéo-christianisme. D'abord parce que ça démarre avec Saint Paul. Et que Saint Paul, elle s'appelle Saül avant la conversion qui, chemin de Damas, dit-on, tombe de son cheval, il n'y a pas de cheval. Dans le texte, dans les actes des apôtres, il n'y a pas de cheval, il y a juste un aveuglement. Et puis, il y a quelques heures après, quelques jours après, 3 jours, je crois me souvenir, enfin, vous savez ça mieux que moi, mais l'aveuglement tombe et puis on voit véritablement ce qui se passe. Il y a un judéo-christianisme à cette époque-là. Mais l'expression se retrouve chez Nietzsche. Et quand Nietzsche l'utilise, il sait très bien, lui qui est philologue de formation plus que philosophe, que le judéo-christianisme n'est pas que j'allais dire préhistorique de l'histoire du christianisme, paléo-chrétien, disons-le comme ça, puisque c'est un mot qu'on utilise pour l'art.
Et qu'on doit pouvoir, c'est peut-être le sens enfin, ce serait ma réponse à ta question, à ta deuxième question, que je suis pas sûr que le peuple juif ait à prendre le lead sur les planètes entières, mais je crois que l'Occident le peut. Et que l'Occident, il est judéo-chrétien, en ce sens. Et qu'on ne fera pas l'économie du goy, qui ne doit pas être considéré comme une espèce de dhimmi, si je puis me permettre de continuer un peu d'humour juif, pour faire de telle sorte que, parce que avec tout ce que j'ai entendu, je me suis dit, je me sens un peu en trop, pardonnez-moi d'être goy. Alors, si vous voulez vraiment me convaincre, vous voyez ce qu'il faut faire comme effort. Nous allons reprendre dans quelques instants le fil de cet entretien, quelques petites secondes, le temps de vous rappeler que notre chaîne est totalement indépendante et n'existe que grâce à votre soutien. Si vous souhaitez donc nous aider à nous développer, vous pouvez cliquer sur le lien qui figure dans la description de cette vidéo et qui vous mènera jusqu'au site Buy Me a Coffee où vous y trouverez plusieurs options pour soutenir la chaîne Mosaïque. Merci vraiment à toutes et à tous. Et nous reprenons donc maintenant notre entretien. Merci beaucoup. Bon, allez-y, Evgeny. Après, on entendra Monsieur Sarah Offray, sur la question. d'abord, une petite précision. Je ne sais pas où c'est que vous avez trouvé dans ce que j'ai formulé une déclaration suivant laquelle je dénigrais la possibilité de métaphysique chez les nations. Je n'ai jamais dit ça. J'ai parlé de la métaphysique chez nous. Mais je tiens à vous préciser quelque chose. Aujourd'hui, il y a monsieur Onfray qui rencontre Zinier Eliaou, mais il y a de cela 2500 ans, peut-être pas à cet endroit, mais pas très loin d'ici, il y avait Pythagore, il y avait Platon qui rencontraient aussi des personnes un peu plus complexes, un peu plus solides que moi, mais il y avait cette rencontre. Et il y a ici un gros problème du monde universitaire dont nous venons tous les deux, nous faisons partie tous les deux. Il a une façon très anti-scientifique de procéder à la recherche dans les sciences humaines. Vous m'avez cité il y a un instant Plotin, mais Plotin est imprégné de Kabbalah en permanence. Mais maintenant, là, le monde universitaire, voyant une certaine proximité de réflexion entre Platon et la Kabbale juive des choses, déclare d'emblée que c'est Plotin qui a influé les autres. Mais il refuse d'écouter, par exemple, Théophraste, qui raconte au nom d'Aristote que le peuple juif est un peuple de philosophes nés. Et il n'est pas le seul, les cathés d'Abder, Strabon, et j'en passe et des meilleurs déclarent ça. Ils ont pris conscience qu'il y a ici, au niveau d'un peuple, quelque chose. Dans la conception juive, on n'a jamais dénigré la possibilité de métaphysique. Ailleurs, je vais vous le prouver même au nom d'un grand Talmid Chacham, le Rav Ben Amozek, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est justement la première personne dans les dernières générations à parler des rapports entre Israël et les nations, et justement de comment c'est un ouvrage que je publie maintenant, parce qu'il a été publié des falsifications qui n'ont rien à voir avec la source, même si c'était involontairement. Et il commence, si vous me permettez, je vous lirai une petite phrase de ce texte parce que c'est extrêmement important. Pendant que vous cherchez, je peux dire un mot? Pardon ? Pendant que vous cherchez, je peux dire un mot? Méfiez-vous, Evgeny. Bon, alors, allez-y. Parce que le texte d'Aristote dont vous parlez, et que je connais, est très bref. Et il est effectivement l'un des rares à dire du bien des Juifs. Parmi les autres philosophes, il n'y en a pas qui disent du bien des Juifs. Il dit du bien des Juifs en disant que c'est un peuple de philosophes, parce qu'il tient sa sagesse philosophique des gymnosophistes, les gymnosophistes étant les hindouistes. Les hindouistes. Il dit, voilà, là, oui, les Juifs sont un peuple de philosophes, mais ils tiennent leur sagesse de ceux qu'on appelait les gymnosophistes, c'est-à-dire les sages nus, c'est-à-dire ceux que vous voyez aujourd'hui quand vous allez faire un tour à Bénarès, par exemple, qui sont nus dans le Gange. Et la source, là pour le coup, j'ai juste parlé, je suis allé vite en parlant de Parménide, mais quand vous prenez les présocratiques, qui d'ailleurs ne sont pas des présocratiques, Démocrite survit 40 ans à Socrate. C'est bizarre qu'on puisse précéder quelqu'un alors qu'on meurt 40 ans après lui. Mais les présocratiques, on a fait une espèce de paquet en disant on ne veut pas s'occuper trop de ça. La philo, elle commence vraiment avec un couple, c'est Platon et Socrate. C'est Dieu et Jésus. Ça fonctionne comme ça. Mais à l'origine de cette origine, c'est-à-dire la généalogie de la généalogie, elle n'est pas grecque. La généalogie de la Grèce, elle est hindouiste, elle est gymnosophiste, elle est partiellement juive aussi. Et vous avez raison. Et quand ça revient chez Plotin un petit peu plus tard, c'est parce que c'est passé par Aristote aussi, c'est passé par toute une sagesse
Je m'arrêtais, on ne va pas continuer. Ouais, parce que là, Si vous On- permettez, C'était je le voulais- temps de tourner vos pages. Voilà. Si Si je vous permettez, vous si avez vous trouvé permettez le juste la texte. citation Oui. dont je parlais, parce qu'elle est importante. Regardez par quoi commence ce rave en question, la présentation du rapport avec les nations, et il s'agit justement de présenter l'aspect universaliste du judaïsme. Bien au contraire, et pas l'aspect particulariste. Regardez, il faut avant tout se poser la question suivante. L'hébraïsme, il refuse de parler de judaïsme. Il parle volontairement d'hébraïsme parce que le judaïsme, pour lui, c'est quelque chose qui relève de politique. L'hébraïsme relève de religion. L'hébraïsme ressemble-t-il à l'ensemble des autres religions antiques qui ne visaient que les peuples qui en étaient les tenants? Ou bien par une unique et merveilleuse exception, embrasse-t-il dans sa conception même le genre humain tout entier, ou plus exactement l'univers, l'être en général, le fini et l'infini dans leur rapport éternel? Telle est la problématique essentielle de notre ouvrage. Nous l'envisagerons uniquement du point de vue de l'idée de Dieu telle qu'elle a été professée par l'hébraïsme. Et ce rabbin en question nous précise la chose suivante. Il refuse justement de voir dans les conceptions des nations quelque chose qui a été créé par les nations détachées d'une vérité. Bien au contraire, tel que on en a touché un mot, mais peut-être différemment tout à l'heure, il reconnaît dans les valeurs des nations, dans les conceptions des nations, dans les métaphysiques des nations, un résidu d'une métaphysique générale. Ce n'est pas quelque chose qui est une invention détachée d'un passé, bien au contraire, c'est une parcellation de quelque chose d'original et d'originel avant tout. En conséquence, on n'est pas surpris qu'il y ait des personnes, mais la différence est que la phénoménologie est plus globale dans le peuple juif qu'elle est ailleurs. La meilleure preuve, nous, Chachamim, n'hésite pas à dire dans le Midrash, dans la Haggadah, que Moïse a reçu le bâton, le fameux bâton où il y a le nom de Dieu, de Yitro, qui est le grand prêtre de l'époque. Autrement dit, il y a ici un rapport et un lien profond entre les grands personnages spirituels de toutes les nations. Mais le peuple juif a tout son rôle est uniquement spirituel, ce qui n'est pas le cas des autres nations. Il y a des personnages d'envergure, et quand vous voyez un personnage comme Platon qui parle des 10 catégories, c'est pas autre chose que les 10 sphirotes de la Kabbalah, c'est pas autre. On le voit clairement. Quand on voit aussi la façon dont le mal apparaît, la question du mal, c'est une question là où la caverne, ça rapporte le Tzimtzum de la Kabbalah et j'en passe des meilleurs. Autrement dit, il y a ici des liens extrêmement profonds qui ont eu toujours lieu entre les grands personnages du peuple juif et des nations. Simplement, au niveau du peuple juif, le phénomène est plus général. C'est exactement cela. Et si on parle justement de différence entre le peuple juif, il y a une muraille qui existe entre le peuple juif et les nations, mais pas entre n'importe qui parmi les nations. Oui, alors juste 2 mots, parce que je trouve qu'on fait une erreur de sémiologie pour le coup, parce que quand on parle des nations, mais c'est une notion du 19e siècle. Et puis quand on parle de l'universel, qu'est-ce que ça veut dire l'universel à l'époque de Platon? C'est le monde connu, mais c'est pas le monde que nous connaissons. Donc quand on parle de l'universel, c'est très exactement réduit à son petit peuple. Quand les Grecs parlent de manière universelle, ils parlent des Grecs. Ils ne parlent pas de l'Amazonie, dont ils ne savent pas qu'elle existe. Ils ne parlent pas de l'Irlande, dont ils ne savent pas qu'elle existe. Ne fait que prouver que c'est ça la différence avec le peuple juif. Quand il a parlé d'universalité, il a parlé d'universalité de tous les peuples. De tous les peuples. Et la meilleure preuve est que justement le monothéisme, c'est ce que ce Rav Ben Amozek précise, le monothéisme impose un universalisme. Absolument, puisque toutes sont des créatures de Dieu. Et elles sont appelées telles quelles. Dieu n'hésite pas à préciser dans la Bible, en parlant d'Égypte, de l'Iran, de j'en passe des meilleurs, mon Égypte, ma Perse, ma Babylonie, j'en passe des meilleurs, ça appartient à deux. Donc il y a une primauté du peuple juif, mais pas une négation des autres nations, en aucune façon. Alors, je voudrais que peut-être que Sarah, vous interveniez. Non, par rapport à la question de Michel Onfray sur cette élection ou cette vocation universelle d'Israël, qu'est-ce que ça recouvre? Qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport aux autres prétentions à l'universalité? Est-ce que peut-être votre parole pourrait éclairer, Michel? J'ose pas m'aventurer sur un champ miné. Je dois rentrer vivante chez moi.
Mais, non, non, je plaisante, non, non. Juste la seule chose que, peut-être sur ce point-là, et encore une fois, je n'ai pas les connaissances des personnes ici présentes, mais peut-être sur la question des nations, la réflexion qui s'impose, en tout cas depuis le 7 octobre, est celle d'une forme d'un changement de phase dans le rapport d'Israël aux nations, mais cette fois-ci aux nations sens 19e siècle, printemps des peuples. On a, depuis l'histoire du sionisme et la création de l'État d'Israël, la cristallisation de ce que le professeur Yossi Shein a appelé Améa à israélite, le siècle israélien. C'est-à-dire qu'on a la résurgence de la centralité de la souveraineté politique dans l'être juif au monde. Pour la première fois depuis quelques années, la majorité démographique des Juifs se trouve en Israël. Le centre de la production du savoir et de la réflexion dans le monde de la Torah et des yeshivot se trouve en Israël. La littérature juive est une littérature qui se décline en hébreu et plus en yiddish ou dans d'autres langues. Il n'y a plus de grands écrivains juifs parmi les nations. En tout cas, c'est un phénomène qui se délite. Et donc, il y a une forme de révolution copernicienne selon laquelle Israël, en tant que nation, en tant qu'État souverain politique, devient le centre, le cœur battant du peuple juif, avec, pour le pire et pour le meilleur, une israélisation volens nolens du peuple juif. C'est-à-dire maintenant une petite juive se fait violer à Paris parce que à Gaza, il y aurait un génocide d'Israël. D'accord? Donc on est en plein dans l'israélisation, que ce soit sur le plan négatif ou sur le plan positif. C'est-à-dire que la réflexion, la perception de soi des Juifs dans le monde est forcément façonnée par Israël. Et ce que le 7 octobre semble nous révéler, c'est que nous passons d'un siècle israélien dont le mot d'ordre est la souveraineté politique, à Ribonout à israélite, à une exigence de la lot coma, de monter un échelon dans cette souveraineté politique, qu'est l'échelon de l'autonomie stratégique. Le Rav Zini en a parlé. Au niveau opérationnel, nous avons très vite rencontré les limites de notre autonomie décisionnaire dans la gestion de la guerre. Et forcément, quand on manque d'armes, on est obligé de revisiter ses objectifs stratégiques. Et ce qui est un énorme problème. Et je pense que pour la première fois, Israël a vraiment pris l'entière mesure de la signification de sa dépendance aux nations. Je parle en priorité de la dépendance aux États-Unis. Alors évidemment, si on parle aux experts, on nous expliquera que sans coproduction, sans partage des savoirs, on ne peut pas conserver sa éliono-technologie, sa supériorité technologique. Mais il y a au niveau de notre Weltanschauung, de notre perception du monde, de notre cadre de pensée et de notre production d'armement, tout simplement, une dépendance aux États-Unis qui limite et fragilise et potentiellement met en danger le siècle israélien. C'est-à-dire que dans le second siècle israélien, j'espère qu'il sera sous le signe de cette autonomie stratégique. Et pour cela, je reviens à une idée qui est un petit peu mon obsession, chacun ses obsessions. Il faut, à mon avis, refondre notre établissement sécuritaire qui est formé dans des cadres de pensée très américanisés, très occidentaux, et l'adapter à notre région et l'adapter justement à cette nécessité, à cet impératif d'autonomie stratégique. Je ne rentrerai pas dans
l'incarnation opérationnelle de cette chose qui est extrêmement compliquée à gérer, vu la globalisation, vu la manière dont l'innovation, la recherche et le développement et la production d'armements fonctionnent en ce début de 21e siècle. Mais en tout cas, comme idée maîtresse, je pense qu'elle est importante à cultiver dans justement la perspective de la reconstruction Voilà. d'Israël. Reconstruction, renaissance, renationalisation peut-être aussi de tout cela. Mais justement, je voudrais demander à Michel Onfray, vous êtes souverainiste, Michel Onfray, vous dites souverainiste. Est-ce que précisément les nations européennes, par exemple, n'auraient pas quelque chose à apprendre d'Israël quant à sa capacité à être un État national avec des frontières, sans pour autant être un État fermé, évidemment, et ouvert sur le monde? Est-ce que là, peut-être, vous trouveriez l'idée que Israël pourrait inspirer, peut-être, dans son comportement? Ça fait des années que je nations. fais l'éloge d'Israël en disant mais le souverainisme est pratiqué dans un pays et ça marche très bien parce qu'ils défendent leur peuple, leur culture, leur religion et que ça tient et que ça dure. Vous parliez tout à l'heure de Théodore Lessing, mais c'est vrai que c'est fait connaître par le concept de haine de soi juive. C'est un concept intéressant aussi. Pourquoi, effectivement, Weininger et quelques autres se sont-ils comportés comme ils se sont comportés? Mais déjà, la constitution d'une nation, déjà, c'est tellement, plutôt que de penser le rôle qu'Israël peut tenir dans la planète entière en disant nous allons vous éclairer, vous avez besoin d'un peu de métaphysique et de morale. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà quelque chose de beaucoup plus modeste qui consisterait à dire et si nous faisions une nation exemplaire? Je trouve. C'est-à-dire que j'ai dit ça, par exemple, j'ai longtemps dit ça aux Corses, en leur disant ce que Rousseau avait fait pour vous avec un projet de constitution. Je dis refaites-le aujourd'hui. Je leur avais dit à l'époque Derrida était vivant, Bourdieu était vivant. Je dis allez voir Derrida, allez voir Bourdieu et puis refaites un projet et devenez exemplaire. Je pense que Israël a les moyens de pouvoir le vouloir et peut le devenir. Et ça suffirait juste pour dire on ne vous demande rien, on n'exige rien, on vous montre que c'est possible ou c'est pensable. Ça veut dire qu'il faut constituer une nation. Et j'ai beaucoup dit, je l'ai dit au moment du traité d'athéologie, que l'islam, que le judaïsme était une religion tribale et nationale. Quand je dis tribal, c'est de tribu, c'est au sens noble du terme, entendons-nous bien. Hein. Et que c'était constitutif d'une nation. La preuve, c'est qu'il n'y avait pas de prosélytisme. Genre, si vous n'êtes pas juif, vous ne le deviendrez pas. Et pour le devenir, ce que vous avez dit avec beaucoup d'humour tout à l'heure, un peu compliqué. On complique les choses, etc., etc. Il y a eu ensuite l'universalisme du christianisme, qui a été intolérant. Tout universalisme est intolérant. Parce que quand on prétend détenir la vérité, on s'en va la donner aux autres comme un cadeau. Le cadeau, il s'appelle Napoléon et les guerres révolutionnaires. Le cadeau, il s'appelle Jules Ferry et le colonialisme de l'Afrique du Nord. Le cadeau, il s'appelle Hernán Cortés et quelques autres qui s'en vont en Amérique du Sud en expliquant qu'ils ont la vérité, ils savent ce que c'est. Heureusement que les sauvages, que les civilisés arrivent pour parler aux sauvages, etc. C'est un modèle dangereux. C'est un modèle dangereux, le modèle universaliste qui consiste à dire nous avons la vérité, on va vous faire le cadeau de la vérité. Vous avez juste des gens qui disent mais nous, on ne vous a rien demandé. Simplement, le modèle, moi j'ai eu la chance d'avoir un père ouvrier agricole qui parlait assez peu, mais qui m'a enseigné par l'exemple. C'est-à-dire la vertu, je l'ai vue, je ne l'ai pas lue dans des textes, je l'ai vue pratiquer. Ne pas mentir, ne pas trahir, ne pas tromper, ne pas insulter, ne pas être méchant, ne pas augmenter la négativité du monde. Je l'ai vu dans la vie d'un homme et de ma compagne qui est décédée aussi. Mais je sais que ça peut exister chez des êtres vivants. Et l'exemplarité, c'est nettement plus intéressant que quelqu'un qui arrive en disant « Excusez, on dispose du savoir, on va vous l'offrir ». Personne n'aime des gens qui viennent vous créer des cadeaux parce que Marcel Mauss en a bien fait l'analyse. Le don appelle un contre-don. Et si le contre-don est impossible, il génère un ressentiment. L'antisémitisme est possible dans cette aventure. La racine de l'antisémitisme est possible. Sauf quand des gens arrivent, on leur pratique dit... pas, Michel Onfray, Israël précisément ne pratique pas cette politique de vouloir Ah non, je ne dis pas, la parole de manière ne dis pas, forcée. je ne dis pas que Israël pratique cette parole. Déjà, Israël lutte pour son existence, sa vie et sa survie. C'est déjà tellement beaucoup. Et si ça pouvait suffire pour que le pays, le peuple puisse continuer à exister. Mais cette idée de penser, j'allais presque dire de manière immodeste, le rôle qu'on peut jouer sur la planète entière, quand on a juste à dire peut-être que l'urgence, c'est pas de savoir comment on peut, je crée un néologisme, mais israéliser l'ensemble du monde pour lui apporter l'éthique dont le monde manque. Est-ce que l'urgence n'est pas plutôt de dire soyons exemplaires en fabriquant un État, une nation
une souveraineté dans laquelle on montrerait ce que ça veut dire. Justement, un peuple, un rapport au peuple. Les guerres se décident toujours sans les peuples. L'Europe aujourd'hui décide de guerre sans en parler au peuple. Ursula von der Leyen vient de décider de signer un traité du Mercosur en disant mais je me moque de savoir si les paysans sont pour ou sont contre et ce que pense la France. Donc le souverainisme que je défends, c'est ça. C'est la possibilité pour un peuple de dire nous avons une culture, nous avons une langue. Vous avez créé une langue, un peuple. C'est génial déjà, je trouve. Et vous êtes mis en demeure par l'ensemble de l'humanité, quasiment ou presque, de disparaître en disant ça suffit. Mais je pense qu'il peut y avoir une possibilité souverainiste, c'est-à-dire modeste, de dire nous allons montrer comment effectivement une armée, une police, une jeunesse, une recherche dont vous parliez tout à l'heure, l'idée que moi je défends les services secrets partout, tout le temps. Je pense qu'il y a on a besoin des services secrets, on a besoin de leur travail, on a besoin de leur intelligence et pas seulement l'intelligence artificielle. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans une intelligence naturelle qui la contrôle. C'est tout ça qu'il faut penser. Et en disant voilà de quoi nous sommes capables. À ce moment-là, l'affection pour vous arrive, l'amour pour vous arrive, la défense pour vous peut arriver. Elle n'arrivera pas s'il y a des leçons qui passent pour des leçons d'immodestie en disant « Attendez, on va vous faire un peu de morale, un peu de métaphysique, on va vous expliquer ». Je pense, hélas, que c'est comme ça qu'on va générer de l'antisémitisme. Vous êtes d'accord, alors, Abdini, là-dessus, globalement, servir de modèle pour convaincre? Je pense qu'il y a tout simplement, il suffit exemple. d'apporter une précision et je pense que M. Ronfray sera d'accord. L'universalisme juif n'a rien à voir avec l'universalisme, non seulement grec, mais même chrétien, je précise. Je suis sûr que M. Ronfray sait ça bien mieux que moi. Il y a eu une discussion violente entre Yohanan et Paul. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment va s'exprimer cet universalisme? Paul voulait à tout prix imposer une certaine conception de la religion qui serait unique dans le monde entier. Et Yohanan lui a dit en aucune façon. Il y a le comportement des Juifs et le comportement des nations. Et l'universalisme juif ne demande pas aux nations à s'identifier avec nous en aucune façon, même pas sur le plan religieux. La meilleure preuve, chez nous, il y a 613 commandements et des nations, nous n'en attendons que 7, pas plus que cela. Nous attendons des choses élémentaires, ne pas tuer, ne pas commettre d'adultère, des choses de ce goût-là qui ne vont pas très très loin, qu'il y ait une justice et qu'il n'y ait pas d'idolâtrie et autres. Mais ça va pas. C'est un minimum exigé pour qu'un être humain garde justement la figure d'être humain, la stature d'être humain. Et donc, nous ne demandons pas aux nations d'être comme nous, de la même façon qu'un Cohen dans le peuple juif. Un prêtre ne demande pas à un juif d'être Cohen et remplir tous les rôles du Cohen en aucune façon. Alors, il y a des différences. Mais maintenant, il y a quelque chose d'extrêmement important. Pour revenir un petit peu avec cette affaire d'imprévu, je parle, ces trois moyens, excusez-moi de revenir sur cet exemple parce qu'ils sont importants. Ces trois moyens de défense d'Israël, ont été proposés par Israël aux États-Unis à l'avance. Les États-Unis ont mis le veto. Pourquoi? Ils ont dit c'est pas possible, c'est pas réalisable. Et Israël a dit on va le réaliser. Israël l'a prouvé. Autrement dit, nous prouvons que quelquefois l'irréalisable est réalisable. Tout cela parce que dans la conception juive, la compréhension n'est pas une séparation, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Elle est quelque chose de proche, mais qui n'est pas une séparation. Elle est distinction, c'est pas une rupture, c'est une distinction de niveau, une distinction de précision. Il y a des tas de niveaux, et justement, c'est ce que disait Sartre dans sa conversation avec Benny Lévy, quand il disait que vous, les Juifs, nous, les nations, quand nous progressons, c'est en améliorant l'existant. Et vous recherchez tout de suite l'objectif final. Le Juif, justement parce qu'il ne regarde pas en arrière, mais il regarde en avant, il est capable de prendre des risques et de réaliser des choses qui sont irréalisables. Et ça provient justement d'une foi profonde. Et je termine tout de suite. Nous revenons au problème de la rationalité et non-rationalité, mais pas dans le sens d'une métaphysique qui va contredire la rationalité. C'est ce que la chrétienté n'a pas compris. Elle n'a pas compris qu'il y a possibilité de métaphysique qui verra dans la rationalité qu'une projection de la métaphysique. Autrement dit, la rationalité n'est pas l'antithèse de la métaphysique, elle est une restriction de cette métaphysique, et à ce moment-là, elle est ouverte
vers un progrès permanent, et ce qui est effectivement le cas de rationalisme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est le rationalisme? C'est examiner toute l'existence en fonction de toutes nos connaissances. Mais le temps que je formule même cette phrase-là, nos connaissances ont déjà augmenté, donc la rationalité est déjà modifiée totalement. Elle est en permanence un progrès. Elle impose ce progrès et elle permet ce progrès. Donc la conception juive, c'est que toutes les valeurs, toutes les aspirations, c'est toujours une façon d'aspirer de façon asymptotique au suprême, au sublime, à l'ultime, mais de façon asymptotique qui ne cesse jamais. Voilà. Et vous êtes d'accord quand même, Ravzini, avec Sadi Michel Onfray sur la diffusion éventuellement de ces valeurs par l'exemple plutôt que par le discours, sans parler de la contrainte évidemment. C'est-à-dire qu'il doit se passer quelque chose ici et c'est peut-être l'enjeu du renouveau. C'est très simple, il y a M. Onfray qui est à même de convertir toute la France. Là, vous allez presque... Je suis sûr que nous ne pourrons jamais trouver un meilleur porte-parole que lui. Ce qu'à Dieu ne plaise. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. On va peut-être en rester là pour ce soir. On est pratiquement au bout de notre soirée. Voilà. Merci. Permettez-moi d'ajouter juste un point. Je n'ai pas eu la chance ni la possibilité de parcourir tous les livres de M. Onfray. C'est un travail incroyable, mais je veux lui dire quelque chose. Vous ne pouvez pas savoir combien d'idées, d'expressions dans tout ce que vous avez dit sont tellement proches de ce que je ressens du côté de la Torah. Voilà. Et c'est réciproque alors. Merci. Merci Michel Onfray. Merci Sarah Feinberg. Merci beaucoup Ravzini. Merci à Daniel Kakoun qui a organisé cette soirée. Et ce sont des remerciements qui vont s'étendre à toute la famille Kakoun parce que tout le monde y travaille à cette chaîne Mosaïque, notamment Raphaël, qui nous aide depuis le début, voilà, à dépasser nos incapacités disons, de personnes de plus de 50 ans par rapport à certaines technologies. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon retour par chez vous. On se retrouve pour l'aventure Mosaïque et pour la suite. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et pour suivre nos prochaines interviews, eh bien, vous pouvez vous abonner à Mosaïque. C'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous.